Merci. On va reprendre. Donc, nous accueillons donc Mireille Bétrancourt, doyenne de l'Université de Genève et professeure de psychologie cognitive. Ouais, ça c'est pas parce qu'on rentre dans l'autre étape. Voilà. C'est ça, les Merci Mireille. initiatives. Je te laisse la parole. Oui, alors merci Franck, merci Julie et Cécile de m'avoir invitée à cette journée. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ça me sort effectivement de mes activités de doyenne. D'ailleurs, c'est doyenne de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, pas de toute l'université. Ouais, non, merci. Et donc justement, c'est pas pour rien que j'ai pensé aussi aujourd'hui, je voulais partager mon expérience en tant que chercheur qui est sollicité par les politiques pour avoir des informations sur leurs décisions. Donc c'est quelque chose que peut-être certains ont déjà vécu, donc ce sera aussi intéressant de voir. Alors il faut voir aussi que je viens donc de Genève. Donc Genève, même si alors je prendrai mon meilleur accent pour faire exotique, mais je suis française au départ. Mais donc Genève, c'est un canton qui est petit. Donc il faut savoir qu'en Suisse, l'éducation est décentralisée, c'est-à-dire qu'elle est dévolue au canton pour la plupart des choses. Et donc le canton de Genève, c'est 500 000 habitants. Donc ce qui veut dire que quand vous êtes à l'université de Genève, qui se pose des questions relatives à l'éducation, eh bien en fait, on est directement en contact avec l'équivalent du ministre de l'Éducation, qui est le département d'instruction publique, et donc les personnes en charge, notamment pour le numérique, ce qui est à la fois très sympa, parce qu'on a vraiment l'impression de pouvoir avoir un impact, mais en même temps, c'est une responsabilité. Donc, je vais juste partager ça et puis partager ma réflexion sur quelle est la position de la recherche par rapport à ces demandes, sachant qu'on n'est pas des politiques. Alors, juste pour partager quelque chose qui est assez récent, c'est la Tribune de Genève du 28 mai 2019. Comme son nom l'indique, c'est une de la presse quotidienne du canton de Genève qui est très très lue. Et donc, c'est un collègue de la faculté qui a une diatribe un petit peu forte sur le fait que l'État de Genève donc, veut déployer 22 millions pour équiper les classes en tablettes, en disant mais est-ce qu'ils ont au moins réfléchi, donc, par exemple, mais qu'apporteront les tablettes à la qualité de l'enseignement et aux apprentissages des enfants? A-t-on une idée de ce qu'elles contiennent comme contenu? A-t-on réfléchi à leurs effets sur la pédagogie? Qui sera chargé de définir leur mode d'emploi? À ces questions, les enseignants n'ont aujourd'hui pas eu de réponse. Ce qui m'a valu un coup de fil de secrétaire général de l'éducation, parce qu'en effet, on collabore sur ces questions-là, moi et d'autres, en fait. Donc ça, c'est très chaud. Puis évidemment, directement, quelques jours après, un collègue retraité qui s'est exprimé en disant qu'effectivement, lui, ça suscite diverses réactions. Et lui, on s'étonnera de celle du professeur Jean-Paul Paillet, comme ça vous savez qui c'est, qui semble peu informé de ce qu'on fait et peut faire avec un tel outil dans l'enseignement. Il décrit des caricatures d'utilisation indignes d'un universitaire qui aurait mené une enquête sérieuse. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est un sujet chaud, et là c'est juste en plus de joie, donc c'est parfait. Donc voilà, comment nous, chercheurs, on peut répondre, on peut interagir avec à la fois les politiques, mais également le terrain, donc les enseignants qui sont aussi mentionnés ici. Voilà, donc ça c'est un peu les questions. Alors j'ai réfléchi selon 3 axes, donc il y a 3 choses je pense qu'on peut faire en tant que chercheur. La première, donc, je vais les aborder toutes les 3 dans mon intervention. La première, c'est amener des cadres de réflexion et des résultats de recherche. Donc, on m'a sollicité effectivement par rapport aux tablettes en classe il y a quelques années à Genève. Et donc, le modèle, je l'ai mis de manière un peu différente, mais vous le reconnaissez, les questions d'utilisabilité, d'acceptabilité et d'utilité qui ont été d'ailleurs redéfinies pour les outils numériques dans l'éducation par André qui finit sa présentation, comme vous le finissez par le savoir. Et donc il y a la question d'utilité, et l'utilité, c'est vrai qu'elle se réfère aux objectifs que l'on donne. Alors là, je vais m'intéresser du côté de l'apprentissage des élèves, pas comme c'est le thème aussi de la journée, principalement l'apprentissage des élèves. Donc si on définit l'utilité pédagogique, il y a 3 éléments. Il y a le fait qui est très en vogue aussi actuellement, de former les élèves aux outils numériques, qui sachent utiliser ces outils qui font partie de leur vie.
donner des connaissances en informatique, donc sur la science numérique. Ça, c'est à Genève assez nouveau. Et puis, il y a le troisième axe, qui est les outils numériques comme moyen d'enseignement et d'apprentissage, qui est un des axes que l'on a ici dans cette journée et qui est un des axes forts que mon laboratoire aussi étudie depuis des années. Donc sur ce point-là, en fait, donc la première chose qu'on a fait suite à la demande qui était de dire mais est-ce qu'on a introduit des tablettes, pourquoi faire? Donc on a fait des revues de littérature avec des études à large échelle, comme celle de Carsanti et Fievé de 2013 sur les tablettes, 2013, des revues de littérature avec des études qui sont parfois à plus petite échelle et des méta-analyses. Et quand on regarde un peu tout ce qui ressort de tout ça, alors bon, je vais prendre juste la Hassler, donc qui a déjà été la revue systématique de Hassler, Major et Tennessee en 2016, qui a pris ces différentes études et a comparé tablettes versus non-tablettes et les effets sur les apprentissages. Quand ils ont sélectionné leurs études, ils en ont trouvé que 23 qui mesuraient vraiment de manière où on pouvait comparer les effets sur les apprentissages de manière méthodologiquement fiable. Et donc, il montre que sur ces 23, 16 ont rapporté des effets positifs sur des élèves de 5 à 18 ans. Donc, on est pré-universitaire ici. 5 n'ont trouvé aucune différence et 2 ont rapporté des effets négatifs. Alors effectivement, quand on regarde comme ça de loin, on se dit, je vois que c'est Julie qui en a parlé effectivement tout à l'heure, hein. Donc on se dit, ah bah oui, c'est plutôt positif, mais effectivement, il y a forcément un biais dans les études qui font ça. Et évidemment, ce qu'on retrouve, c'est les effets qui ne sont pas liés aux tablettes en soi, mais aux usages qu'on en a, ce qui est un résultat qui pour nous n'est pas nouveau, puisque c'est déjà ce qu'on a sur toutes les technologies depuis l'époque, depuis qu'on a des technologies numériques et même avant, j'imagine. C'est donc l'idée, c'est que l'effet, il doit être lié entre l'adéquation par rapport aux objectifs d'apprentissage, de l'usage, et aussi par rapport à ce qu'on peut appeler les affordances des tablettes, en faisant une extension un peu sur ce terme qui est peut-être connu dans la salle, hein, qui est le fait qu'il y a des propriétés qui sont perceptivement accessibles des tablettes et qui sont effectivement pour l'action, qui sont plus ou moins compatibles avec les objectifs que l'on a. Donc ça, c'était un peu un cadre, donc c'était un exemple de cadre et de résultats qu'on amène par rapport à la littérature. Et il y a un deuxième axe qui est effectivement de conduire des études pour explorer des effets sur les apprentissages. Donc là, justement, hein, quand je parlais d'affordance tout à l'heure, si on réfléchit aux tablettes numériques, quelles sont leurs affordances par rapport à des situations d'apprentissage? Alors, il y a 3 éléments qui ressortent de la littérature et des études qu'on a pu mener. Donc, il y a le tactile. Et ça, c'est vrai qu'on ne parle pas si souvent que ça, mais le fait que la manipulation directe liée au tactile est quelque chose qui, par rapport à un ordinateur avec la souris, permet de diminuer le coût cognitif de l'interactivité. Et ça, c'est d'autant plus important lorsqu'on a justement cette interactivité, ce qui est quand même le but recherché avec les technologies numériques. Et donc, ça permet effectivement de diminuer le coût cognitif de la tâche, le coût cognitif inutile, comme diraient certains. Et puis également, ça réintroduit la boucle perceptivo-motrice. Donc ça, par exemple, la géométrie, hein, c'est ce qu'a montré Eric, le fait d'avoir effectivement, contrairement à la souris, où on ne regarde pas la main, elle fait le dessin, alors que là, on regarde la main, que ce soit avec un stylet ou avec le doigt d'ailleurs. Un autre argument pour les tablettes en termes d'affordance pour les apprentissages, c'est l'argument couteau suisse que j'utilise d'autant plus volontiers. Je représente la Suisse ici. Donc la tablette embarque de nombreux outils. Et ça, c'est pas négligeable hein, quand on est dans des situations d'enseignement. Les caméras, on a vu tout à l'heure hein, dans les différentes présentations, c'est revenu aussi dans les questions, le fait que la tablette, c'était fait pour créer, pour faire du multimédia aussi. Le fait qu'il y ait des enregistreurs, des GPS, ça permet effectivement d'avoir un outil qui fait un peu tout. Et puis la mobilité. Alors la mobilité, c'est encore, en termes de champ de recherche, encore un autre champ de recherche. Mais déjà, si on regarde sur le plan simplement pragmatique, la mobilité permet une flexibilité des usages, à la fois dans la classe et puis évidemment hors de la classe. Mais déjà dans la classe, ne serait-ce que pour organiser un atelier ou pas, ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors,
comment voir tous ces effets? Alors, dans les recherches qu'on a donc, en ce moment qui utilisent les tablettes, concernant celle format des documents multimédia, c'est une thèse menée par Juliette Désiron, elle ne s'intéresse pas vraiment à la tablette en tant que telle. C'est juste que la tablette est l'outil qui est adapté pour les raisons que j'ai dites aussi et permet, par rapport à un support papier, de présenter des documents interactifs, voire des animations. On a un autre projet qui s'appelle Fun Speech, qui est une collaboration avec l'hôpital universitaire de Genève, l'EPIA, qui est une haute école en informatique, et nous, pour susciter la production orale chez les enfants sourds qui ont reçu un implant cochléaire. Donc là, il y a des enjeux d'interaction qui sont assez importants. Et donc là, le tactile, clairement, pour des enfants tout jeunes qui, en plus, n'ont pas l'audio, c'est très important. Et puis, on utilise aussi la tablette pour faire la pédagogie coopérative en TP de biologie, où la tablette, comme vous pouvez le voir sur la photo là, elle sert aussi d'appareil photo, de système de communication et d'interaction avec les autres. Et au passage, ce même étudiant, Vincent Widmer, a développé une boîte qui permet de pallier les manques de Wi-Fi, qui permet de recréer un réseau local, mais ça, c'est une parenthèse. Voilà. Et puis, on a la production de texte avec la tablette. Alors, je ne savais pas qu'Éric allait en parler, mais ça tombe très bien. Donc là, il s'agit d'une recherche aussi coopérative. Les différentes recherches dont je parle, elles sont menées dans des contextes réels. Donc la question de la production de texte avec tablette. Alors, il faut bien voir qu'on a, comme l'a exprimé aussi Éric, on a plusieurs hypothèses. Donc, si on regarde la grande étude de Karsanti et Fievé, ce qui ressortait de leur étude, c'était que l'écriture de texte sur la tablette, la production de texte, ce n'était pas l'activité la plus facile à faire et qu'il y avait une sorte d'entrave à la production numérique. Mais il faut bien voir que l'étude de Karsanti et Fievé déjà été sur des perceptions. Et deuxièmement, c'était sur un peu tout niveau confondu, c'est-à-dire avec des niveaux primaires, secondaires, où on ne fait pas du tout la même chose. Dans une étude qu'on avait fait, nous, à Genève, on avait trouvé qu'au contraire, l'écriture semblait faciliter. Et c'est aussi dans la salle quelque chose que j'ai entendu, donc c'est assez intéressant. Et là, cette recherche, ça a été fait avec un étudiant de master qui est lui-même enseignant et qui a pu faire cette recherche dans sa classe. Et donc voilà, oui, ça, ce sont des extraits des enseignants qui ont été justement dans l'étude de Boujol qui sont exprimés. Au niveau production, ils ont beaucoup plus écrit que s'il avait été sur papier. Alors c'est de la perception, hein, mais quand même, je veux dire, ce sont des enseignantes qui ont dit ça. Et effectivement, on peut aussi, si on regarde un peu les hypothèses cognitives, c'est que la production de texte, notamment chez les élèves qui n'ont pas encore automatisé la production écrite, est écouteuse, la production manuscrite. Et donc, en fait, l'utilisation d'un clavier, même si c'était là, en l'occurrence, un clavier numérique, pouvait très bien, finalement, jouer un rôle de soulagement de la difficulté d'écriture manuscrite pour ces enfants-là. Donc, l'étude qui a été faite donc, par Felipe Ferreira dans sa classe, donc c'est une classe de 20 élèves, c'est normal en Suisse, ce sont des classes de 20 élèves. Donc, c'est l'équivalent 5e primaire, 8-9 ans, parce qu'il compte à partir de la première année de classe à 4 ans. Donc 20 élèves qui étaient mis en binôme pour cette activité. Et donc c'était de l'observation en sciences sur la croissance des têtards. Et l'activité s'est déroulée pendant 4 semaines, sachant que c'était un design intra-participant, c'est-à-dire que les élèves écrivaient d'abord avec la tablette et ensuite avec le papier ou vice-versa. Donc on peut regarder ce qu'ils font avec les deux supports. Donc, alors je vous montre un peu les productions. Donc, c'est de l'observation de la croissance des têtards. Donc, ils ont un guide à suivre. Donc là, vous avez effectivement ce qui est fait sur papier, sur leur cahier d'études. Donc, ils ont à peu près 9 ans, les enfants, 8-9 ans. Donc voilà, ils racontent ce qu'ils font et puis ils font le dessin de ce qu'ils observent sur les têtards dans leur petit aquarium. Et puis, de l'autre côté, vous avez le texte qui a été fait en page. Voilà, effectivement, qui a le même structure, taille, morphologie, caractère. Voilà, donc c'est un peu les différences de ce qu'on obtient dans les deux supports.
Alors, on a regardé, là, le seul résultat que je vais vous montrer, c'est le nombre de mots produits dans les textes par les élèves lorsqu'ils sont sur tablette et lorsqu'ils sont sur cahier papier. Donc, on voit qu'il y a un nombre plus important de mots écrits. Donc, en termes de production, en tout cas, ça n'a pas diminué, ça a plutôt tendance à l'augmenter. Donc, la différence avec des statistiques paramétriques n'est pas significative, mais peut-être c'est quelque chose qu'on... Bon, là, c'était une étude plutôt pilote avec très peu de binômes, donc clairement, ça n'a pas tellement de sens de faire des statistiques paramétriques. En tout cas, sur les résultats observés, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, si on regarde par binôme, on a la plupart des binômes qui produisent plus sur tablette. Et donc, on n'a clairement pas de blocage, mais plutôt une incitation. Et les élèves, dans l'interview, signalent effectivement, ils apprécient le fait de pouvoir se corriger. Parce que c'est des enfants jeunes, hein, donc pour eux, d'avoir un retour orthographique, finalement, ça les aide et ça produit des textes qu'ils ont trouvés plus valorisants. Bon, évidemment, c'est une étude pilote qu'il faudrait reproduire dans des situations aussi un peu plus contrôlées, parce que c'était en classe avec l'enseignant qui faisait aussi le rôle d'expérimentateur, mais c'est quand même quelque chose qui montre en tout cas que ce n'est pas un obstacle, même sur le clavier numérique de la tablette. Voilà, donc ça c'était le genre de choses qu'on peut faire. Et puis, troisièmement, pour finir, on peut également s'intéresser donc aux facteurs qui permettent une bonne intégration des tablettes dans l'enseignement, dans l'éducation. Donc, je représente ce fameux schéma. Alors, désolé s'il est en anglais, mais vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Donc, qui est issu du TAM initialement, hein, Technology Acceptance Model. Et donc, en fait, on voit bien dans ce modèle, on sait qu'au-delà de la perception d'utilité et d'utilisabilité, il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir. Certains, les sentiments de compétence, hein, self-efficacy beliefs, qui d'ailleurs recouvrent aussi en partie les attentes des enseignants. Donc ça, c'est important, les attentes pédagogiques. Il y a à la fois le sentiment de se sentir compétent et ce qu'on peut en attendre pédagogiquement comme amélioration. Normes subjectives, hein, donc la pression, enfin l'incitation sociale, et puis les conditions facilitatrices. Et ça, c'est vraiment la boîte de Pandore quand on ouvre ça pour, justement, quand on nous pose la question, mais alors du coup, comment on fait pour les intégrer? Et justement, alors je voulais juste vous parler d'une question qu'on nous a posée, qui est justement, on nous a dit, mais combien de tablettes on met dans les classes? Est-ce qu'on fait du 1 pour 1, ou est-ce qu'on fait une pour 2, une pour 4? Alors bon, on a mené une étude collaborative pour ça. Et juste avant de vous parler de cette étude collaborative, déjà, globalement, si on regarde effectivement dans cette étude collaborative qui a été à peu près 6 mois, où les enseignants étaient, on leur donnait ils disposaient de tablettes qui étaient des iPad 2 à ce moment-là. Et il y a la recherche constituée à la fois un accompagnement des enseignants sur les plans techniques, pédagogiques et effectivement le recueil de leurs impressions, des notes de blog et des impressions des élèves. Donc c'est plutôt sur les perceptions et des traces d'activité. Merci. Donc, sur les différents aspects de ce qui est paru dans cette étude-là comme positif sur les tablettes, mais on en a déjà parlé, je ne vais pas aller très très loin, mais l'histoire du couteau suisse, comme j'ai dit tout à l'heure, la faible intrusivité, alors ça c'est vachement important quand on voit l'image à droite, c'est un outil qui s'intègre très bien par rapport à des écrans ou même des portables qui font une coupure de la communication. C'est déjà difficile pour nous à l'université, alors imaginons dans les classes primaires ou secondaires, on n'en parle pas. Voilà, la portabilité, comme j'ai dit, et l'adaptabilité aux besoins spécifiques, on en a parlé ce matin. Par contre, quand même des bémols qui demandent à être accompagnés, la connectique, compatibilité logicielle, parce que les enseignants sont équipés d'autres choses, les ressources, etc. La gestion des applications et des documents. Alors, il y a l'effet des distractions, mais comme on a vu, c'est quelque chose qui est dit dans tous les cas. Et le choix des applications. Donc ça, c'est des choses qui reviennent et que j'ai entendues aujourd'hui aussi, qui sont vraiment des choses qui reviennent fréquemment. Donc pour revenir, puisque dans les quelques minutes qui me restent, justement, donc devant cette question,
on s'est dit, bon, évidemment, il y a des enjeux pédagogiques, mais il y a des enjeux, évidemment, pour le département d'instruction publique qui nous pose la question, des enjeux financiers, et pour les directeurs d'école, directrices d'école, les enjeux organisationnels, et pour les enseignants aussi. Donc, en fait, on a fait, donc, dans cette étude qui a duré 6 mois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé, à un moment donné, des moments où ils avaient les tablettes en 1 pour 1 et des moments où ils en avaient un nombre différent. Alors, en termes d'activité, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce que nous disent les enseignants et ce qu'on observe, c'est que tout ce qui est activité interactive, donc, comme vous voyez sur la photo à droite, hein, donc exerciceurs, les enseignants sont plus à l'aise quand ils ont 1 pour 1 parce que toute la classe est embarquée dans l'activité. Et notamment, ça permet effectivement d'avoir vraiment une interactivité directe. Hein. Si vous avez un feedback aux performances et qu'il y a 2 élèves, déjà, c'est moins facile pour eux. Ça permet de différencier effectivement les activités. Donc là, peut-être aussi une remarque d'une enseignante qui dit cet après-midi, nous avons analysé les images sur le Moyen-Âge. Chaque élève avait sa tablette, mais nous avons directement eu une discussion collective sans passer par un travail en sous-groupe. Le support de la tablette était vraiment un plus, image de bonne qualité. Les enfants ont pu zoomer, ce qui nous a permis d'observer des détails pour mieux comprendre, pour étayer l'argumentation. J'ai trouvé qu'il y avait une attention particulière et une participation importante de tous les enfants, pratiquement pendant toute l'activité, environ 50 minutes. Donc ça, c'est vrai. Bon, c'est une observation, mais ceci dit, voilà. Donc ça, c'est le pour 1 pour 1. Mais toutefois, il y a aussi des usages en partage qui sont intéressants. Donc, ce que nous relevaient les enseignantes, c'est que ça incite aussi on en parlait ce matin, hein, il y avait le premier exposé qui était justement sur le fait de mener des activités coopératives ou par projet avec les élèves. Donc, évidemment, si on a un usage partagé, ça va inciter à faire ce type de pédagogie en collaboration. Après, il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Hein. C'est un moyen d'arriver à des apprentissages quand c'est pertinent. Et ça facilite, et ça c'est aussi un aspect pour les enseignants, ça facilite la gestion. Hein. Si vous avez qu'une tablette pour 2, c'est plus facile en phase d'appropriation, que ce soit appropriation élève ou appropriation enseignant. Il y avait même au départ une tablette pour 4, et puis justement ça a permis aux enseignants de prendre en possession de l'outil. Mais évidemment, ça va avec une certaine orchestration. Hein. Donc là, l'enseignant nous dit moi, je les séparerai plus. Là, c'est la première fois, c'est un moment de découverte. Mais je pense qu'il faut qu'ils se mettent à 2 à un petit pupitre, mais un peu plus espacé, pas collés les uns aux autres. Parce que là, ça favorise le « je parle fort ». Voilà. Ça paraît évident comme ça, mais effectivement, c'est des questions d'orchestration qui ne sont pas forcément évidentes. Ça demande parfois de jouer avec les dispositions des classes qui ne sont pas toujours très flexibles. Voilà, alors je terminerai en fait, c'est un exemple de façon de répondre effectivement aux demandes, disons, aux incitations, aux questionnements des politiques, mais également des enseignants hein, et des associations d'enseignants. Donc il y a une chose que je pense qui est très important au niveau de la recherche, c'est effectivement... Alors, on n'est pas forcément les mieux armés pour dire quoi faire en classe avec. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, ce que je disais, c'est ramener des résultats de recherche, les contextualiser, voir les limites aussi. Donc, il y a une chose qui est aussi, c'est un directeur d'école qui parlait de pensée magique, qui est souvent entendue, c'est-à-dire, voilà, on met les tablettes et ça y est, toutes les difficultés vont disparaître. Mais non, ce n'est pas l'outil qui détermine les effets, comme on le sait, hein, ça dépend des usages. Et c'est aussi un peu notre rôle de montrer ça. Voilà. Et puis, ce fameux aussi biais de nouveauté, on en a parlé, ça va avec l'effet wow, hein, dont a parlé Julie aussi. Et du coup, de vraiment faire attention à ce qui relève effectivement de l'ingénierie didactique, de l'usage pédagogique, et des conditions aussi d'introduction. Et là, effectivement, on peut très bien, tout à l'heure en discutant à la pause, quelqu'un qui disait oui, il n'y avait pas de Wi-Fi, ou le Wi-Fi plantait tout le temps. Ah, effectivement, si on a prévu quelque chose de collaboratif en ligne, forcément que ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut bien séparer les différents éléments sans être trop biaisé, disons, par une partialité, que ce soit une partialité positive ou une partialité négative.
Et j'aime bien finir par cette citation d'un certain Eduardo Gelbstein qui s'adresse à des managers en fait. Il dit ce qui compte, ce n'est pas ce que la technologie peut faire, mais ce que l'on peut faire avec la technologie. Et je m'arrêterai là-dessus. Merci pour votre attention. Alors, question pour Mireille. Ouais, Thérèse. Merci Madame pour votre exposé. Moi je suis chef d'établissement. Et puis on a commencé effectivement. Élodie est intervenue. Bon, moi j'étais pas là, mais Élodie est intervenue ce matin. Donc c'est une des enseignantes de l'établissement. Et notre problématique, et c'est vrai qu'on cherche, on va dire, à être accompagné sur cette problématique-là, c'est comment mesurer la plus-value de l'utilisation de cet outil donc, au niveau des élèves, et puis comment aussi accompagner les enseignants dans le cadre de leur pédagogie et au service de notre objectif, à savoir la formation des élèves. Et ça, je dois dire que on cherche, on cherche aussi donc avec les universitaires, puisqu'on cherche avec, mais c'est pas forcément simple. C'est-à-dire que derrière, il y a des enjeux de financement. C'est tout à fait logique, tout à fait normal. Et là, je dois dire que on ne sait pas trop effectivement vers qui se tourner, comment faire pour avancer à ce niveau-là. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que on a besoin d'aide. Et on sait pas où la trouver, cette aide. Je crois que ce soit, je crois que tu connais bien notre équipe, ou une partie de notre équipe, et c'est compliqué. Donc là, si vous avez des tuyaux, je suis preneuse plus. Et je pense que sincèrement, je ne suis pas le seul chef d'établissement avec cette problématique-là. Mais quand on se lance sur un objectif tel que celui-là, parce qu'il faut quand même savoir que c'est du lourd, vraiment du très lourd, à plusieurs titres. Vous parlez de connectique, effectivement, d'aspect technique, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment des enjeux forts. Et quand on prend cette responsabilité de s'engager là-dessus avec... j'ai la chance d'avoir une équipe qui a envie de s'y lancer, mais on n'est pas très, très à l'aise quand même, quoi. Alors, c'était à la fois une réflexion et peut-être des questions. Oui, c'est un peu plus large. Peut-être juste dire que, effectivement, quand on est dans les démonstrations des plus-values, il y a toujours un piège qui est de... il y a eu des discussions par rapport à ça tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, pour montrer la plus-value, si on veut le faire de manière expérimentale, comme nous, on a appris à le faire à l'université, c'est de prendre la même situation avec et sans. Mais justement, c'est un peu les remarques qui ont eu dans la salle et qui sont effectivement justifiées. C'est-à-dire que ça, on le fait effectivement quand on veut vraiment montrer l'effet d'un facteur particulier. Mais effectivement, après, il faut se méfier de la généralisation de ça et aussi de l'adéquation de cette démarche de manière générique. C'est-à-dire, on voit beaucoup aussi dans les recherches grande échelle, notamment Karsanti, Fievé ou d'autres sur les ordinateurs qui ont comparé... Alors, pour les tableaux blancs interactifs, par exemple, c'est très révélateur. Donc, à un moment donné, sorti un rapport. Oui, les tableaux blancs interactifs diminuent l'apprentissage. Ça dépendait aussi de ce qu'on en faisait, quoi. Donc, en fait... c'est très compliqué. Et quand on est dans une démarche de validation, effectivement, on est dans des démarches où on essaie de garder la formule, c'est toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire de varier juste le support. Mais on voit que c'est intéressant pour montrer, pour faire des comparaisons à un moment donné, pour avoir des réponses par rapport à certains facteurs. Mais on voit que quand on arrive dans ce qui doit être fait dans les classes, c'est une démarche qui ne suffit pas à gérer pour les plus-values. Pour les plus-values, c'est vraiment aussi développer dans des usages signifiants où il vaut peut-être mieux à ce moment-là regarder les conditions de fonctionnement de ces usages, ce qui peut être fait aussi avec des démarches expérimentales d'ailleurs. Mais en effet, donc la question de plus-value de la tablette qui est souvent posée, ça peut être un piège en fait, parce que justement on se retrouve en porte-à-faux par rapport à des démonstrations qui pourraient être de toute façon critiquées. Donc, par contre, si on se dit, est-ce que les élèves apprennent quand on fait comme ça, je dirais déjà, s'ils apprennent bien, on est content quand même. Voilà.
J'aurais aussi une petite question concernant, parce que j'avais déjà entendu ce matin que sur une tablette, les étudiants, enfin les élèves, ont tendance à écrire plus que sur papier. Je me demandais si ça pouvait être lié au fait que sur une tablette, le texte est plus facilement modifiable, ou il est plus facile peut-être d'insérer du texte, contrairement au papier, où quand on écrit, bon voilà, c'est assez définitif. Je me demandais si c'était quelque chose qui avait été observé, ou justement ce côté vraiment modifier son texte. Est-ce que ça pourrait être lié à ça? Oui, alors clairement. En tout cas, comme je disais, c'est une étude qui a été faite en classe où on n'a pas les traces de production des textes, mais c'est clairement une des hypothèses parce que c'est même les élèves qui nous le disent. Les élèves ils disent il faut que je change, et puis les enseignants qui l'observent, c'est-à-dire que quand les enseignants font un retour sur les textes, les élèves il faut que je réécrive la phrase. C'est plus lourd effectivement que de rajouter un connecteur par exemple en début d'une phrase sur tablette. Oui, ça a été un des éléments moteurs, et c'est drôle parce que quand on a regardé cette problématique, peut-être d'autres ont d'autres références, mais j'avais trouvé que les références étaient relativement anciennes et que c'était une question qui avait été posée dans les années 80, au moment de l'introduction des traitements de texte, en fait. Les années 80, mi-80, où les traitements de texte commençaient à se généraliser, et ils avaient essayé de faire, d'ailleurs, c'était... comment ça s'appelle Annie Piola, pardon. Annie Piola qui avait fait des tests, enfin des études là-dessus. Donc en fait, c'était et justement, ils avaient eu du mal à trouver à quel moment ça a joué, et apparemment, ça jouait pas dans la planification du texte. C'était plutôt après dans l'exécution. Donc ce qui irait dans le sens de tout simplement, c'est moins coûteux de modifier, de faire de la révision. Donc c'est pour ceux qui connaissent les modèles de production de texte. Donc voilà. Mais ça, c'est vraiment des choses qui seraient intéressantes de valider. Merci. Peut-être si je peux faire juste un complément à ce que tu évoques. Il y avait des travaux, je ne sais plus de qui, mais qui avaient montré que les outils de traitement de texte ne changeaient pas tellement la qualité de la production comparée au papier, sauf quand tu introduisais dans l'outil un outil d'accompagnement et d'aide à la structuration de l'information. Donc on revient toujours à cette question. Quel est le vrai soutien en fait derrière, et quelle est la différence avec le papier en termes aussi d'accompagnement pour l'élève. Oui. Et vous avez juste pour compléter ça aussi, il y a des études qui ont montré que la production de texte quand on utilise un ordinateur, ce qui est quasiment tout le temps le cas, les textes professionnels, la plupart des professionnels ne font pas de la production page blanche en fait. C'est-à-dire qu'on on réutilise beaucoup nos propres textes, enfin il faut espérer, et également des extraits de textes des autres. Donc en fait il y a beaucoup de réutilisation, et donc ça change l'activité de production de texte, mais parce qu'il y a plus de réutilisation de ressources. Une dernière question peut-être? Non? Ok, je te remercie beaucoup. Merci. Mireille. Est-ce qu'André, tu as fini tes slides? C'est bon? On va le faire en même temps avec nous. C'est pas grave. C'est une approche collaborative des présentations.